Merci beaucoup Jean-Marc. Alors je redis toute la joie que j'ai à retrouver l'Université Laval, la faculté de philosophie, qui sont pour moi des lieux amis et familiers depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi que de vous entretenir cet après-midi d'un sujet un peu ambitieux. J'ai intitulé la conférence Comprendre la philosophie antique avec Pierre Hadot. Et conformément aux habitudes rhétoriques françaises, mon exposé est en 3 parties. Donc l'essentiel de l'exposé figure dans le résumé qui vous a été distribué et qui va me servir, si vous voulez, de structure. Mais avant toute chose, je crois qu'il est peut-être utile de commencer par une brève notice biographique. Pour mettre les choses en place, je rappellerai que Pierre Hadot est né à Paris le 21 février 1922. Il a été élevé à Reims avec ses 2 frères qui eux aussi ont laissé une trace dans la vie savante, Henri 1907-1990 et Jean 1912-2010. Ils ont été élevés, les 3 frères Hadot, sous l'autorité d'une mère extrêmement pieuse et surtout très autoritaire, et qui a destiné ses 3 fils de façon autoritaire à la prêtrise. Donc c'était un climat très particulier à Reims. Il a été élevé et il a été éduqué à Reims, et il a toujours conservé une gratitude à l'égard de l'enseignement reçu au grand séminaire et au petit séminaire de Reims, où il a reçu une solide formation en langues anciennes, latin et grec, ce qui a fait de lui très tôt un excellent antiquisant. Grâce, il le dit à plusieurs reprises, à d'excellents professeurs. Il a reçu également à cette occasion, comme vous pouvez l'imaginer, une formation philosophique à base de thomisme et de néothomisme, ce qui lui donnait accès à la tradition aristotélicienne, mais aussi, ce qui est peut-être plus déterminant encore pour sa pensée, une formation en philosophie contemporaine. C'était alors le Bergson des 2 sources de la morale et de la religion. À Paris, à la fin des années 40, il a étudié à la Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris, et a fréquenté cours, conférences et cercles philosophiques parisiens. Un milieu très important est celui de l'historien de l'Antiquité tardive Henri-Irénée Maroux, dont l'œuvre a évidemment contribué à renouveler et à promouvoir les études sur l'Antiquité tardive. Il a suivi également les conférences, le cercle de Nicolas Berdyaev, auprès de qui se diffusait un existentialisme chrétien, mais aussi il a fréquenté Albert Camus et Gabriel Marcel, qui développaient cette doctrine du personnalisme. À Paris, une rencontre essentielle a été celle du père Paul Henry, qui était jésuite, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris et célèbre spécialiste et éditeur avec Hans Rudolf Schweitzer de Plotin. Je reviendrai dans un instant sur l'importance de cette rencontre avec Paul Henry. Pierre Hadot a expliqué comment il avait hésité entre, au fond, 2 sujets de thèse. Une thèse sur Rilke et Heidegger qu'il avait découvert en 1942 à travers, non pas en lisant directement Heidegger, mais en lisant l'ouvrage du phénoménologue belge Alphonse de Vélins, qui est un peu oublié actuellement. Et cette thèse aurait été dirigée par Jean Val, qui a été tout à fait chagriné que Hadot ait suivi une autre voie et fait un autre choix, car il a suivi les conseils de Paul Henry et a entamé une recherche en théologie patristique latine sur Marius Victorinus et ses sources néoplatoniciennes. Et c'est à ce moment-là qu'il s'engage dans une série de recherches
qui devait aboutir aux publications majeures sur Marius Victorinus. Alors, j'ai rassemblé une bibliographie des œuvres de Pierre Hadot. Elle n'est pas exhaustive, bien sûr, mais ce sont les jalons principaux, si vous voulez. Et vous voyez là un volume, les 2 volumes des sources chrétiennes, parus en 1960, Marius Victorinus, traité théologique sur la Trinité, texte établi par Paul Henry, introduction, traduction et notes par Pierre Hadot. Les 2 volumes faisant 1160 pages. C'est une édition vraiment monumentale. Suivi évidemment ensuite par le fameux Porphyre et Victorinus, paru aux Études augustiniennes en 1968, et par l'ouvrage intitulé Marius Victorinus, recherche sur sa vie et ses œuvres, Paris, Études augustiniennes, 1971. Donc, ces premières publications portaient sur Marius Victorinus, la théologie trinitaire, les sources néoplatoniciennes et Porphyre. Ce fut la rencontre de la littérature néoplatonicienne grecque avec Porphyre. Pierre Hadot a été pendant 8 ans prêtre catholique, de 1944 à 1952, puis chercheur au CNRS de 1949 à 1964, et ensuite l'essentiel de sa carrière s'est déroulé à l'École pratique des hautes études, à la 5e section de l'École pratique des hautes études, établissement qui est essentiel dans sa formation, puisqu'il n'avait pas suivi la voie royale de nombre d'universitaires, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'agrégation de lettres ou de philosophie, et ensuite l'université. Sa voie était tout à fait, comment dirais-je, marginale d'une certaine manière, au bon sens du terme, par rapport à la voie de nombre d'universitaires de sa génération. À l'école pratique, il avait été auditeur de Pierre Courcel à la 4e section, et c'est à l'occasion du décès de Pierre Courcel que le Collège de France a mis au concours, en quelque sorte, la chaire sur laquelle Pierre Hadot lui-même a été élu, son compétiteur étant le latiniste, spécialiste aussi de l'Antiquité tardive latine, Jacques Fontaine. Donc évidemment, ce fut une bataille de géants, si vous voulez. Voilà. À la 5e section, Pierre Hadot avait été un auditeur du père Festugière, ce qui lui avait permis de nouer très rapidement des liens intellectuels et d'amitié avec de grands noms, par exemple le père Saffray, Henri-Dominique Saffray, et Alain-Philippe Sebon. Donc, vous savez, le cours du père Festugière était très confidentiel. Il n'y avait que des gens d'un niveau exceptionnel, très peu nombreux. Festugière, d'ailleurs, disait qu'au-delà de 3, c'était de la divulgation, de la vulgarisation. Voilà. Et d'autre part, le 3e nom important à mentionner dans la formation de Pierre Hadot, c'est celui de Henri-Charles Puech, spécialiste de la littérature gnostique, à qui très certainement Pierre Hadot doit son intérêt pour la littérature gnostique et son intérêt justement pour le dossier plotinien, qui l'a conduit ultérieurement à travailler avec notre ami Michel Tardieu. Alors dans un premier temps, il a été élu en 1964 sur une chaire de patristique latine. Ça c'est très important pour comprendre sa bibliographie et aussi le développement de sa pensée. C'était une chaire de patristique latine avec le soutien de René Roch, le spécialiste du pseudo-Denis l'Aréopagite, du médiéviste Paul Vigneault et d'Henri-Charles Puech, dont j'ai rappelé le nom il y a un instant. Et ultérieurement, en 1972, il a demandé un changement d'intitulé de sa chaire, qui est devenue Théologie et mystique de la Grèce hellénistique et de la fin de l'Antiquité, qui correspondait, si vous voulez, à une inflexion de ses travaux en direction de la littérature grecque, puisque ses premières conférences à l'école pratique portaient sur les sermons d'Ambroise et sur les confessions de saint Augustin. Il a pendant 10 ans occupé cette chaire, et en 1982, à la suite d'une initiative de Michel Foucault, il a été élu sur une chaire d'histoire de la pensée hellénistique et romaine.
ce qui est très intéressant, c'est que l'initiateur du projet était Michel Foucault, mais le présentateur du dossier de Pierre Hadot était l'historien Paul Venn, très sensible aux aspects qui étaient assez liés à Foucault, qui était très sensible à nombre d'aspects de l'œuvre de Pierre Hadot. Et comme je l'ai dit, le concurrent de Pierre Hadot était cette année-là le latiniste Jacques Fontaine. Alors, il a quitté, si vous voulez, c'est le déroulement de sa carrière. Et comme vous le savez, ce qui caractérise Pierre Hadot, c'est que sa période de retraite après, lorsqu'il est devenu professeur honoraire au Collège de France, a été d'une extraordinaire fécondité en matière de publication, hein, comme le montre assez la chronologie des livres que j'ai rassemblés sur cette petite feuille. Voilà pour la chronologie. Alors maintenant, je voudrais, ce sera le deuxième point de mon introduction, insister fortement sur deux points. Tout d'abord, la pensée de Pierre Hadot ne peut pas se comprendre sans se rappeler l'importance du climat intellectuel de ces années de formation philosophique, et notamment sans comprendre sa double familiarité avec la philosophie française et allemande contemporaine, parce qu'il était un excellent germaniste. Il a baigné, si vous voulez, dans un climat marqué par la phénoménologie, l'existentialisme et certains auteurs particulièrement marquants, comme Bergson, que Jankélévitch, vous savez, rapprochait volontiers de Plotin, et pour qui la philosophie est une véritable transformation de la perception telle que la réalisent les peintres. Cette idée d'une transformation de la perception du réel et du monde étant centrale dans la philosophie de Pierre Hadot. Il rappelait d'ailleurs volontiers qu'en 1939, il avait, sur ce thème, rédigé sa dissertation de philosophie au baccalauréat. Alors, à la suite de Bergson, il a été très marqué par Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, autre philosophe de la perception, dont la leçon inaugurale au Collège de France a beaucoup nourri la méditation de Pierre Hadot sur la figure du philosophe et sur l'idée que la philosophie réapprend à voir le monde. En dehors de la France, un nom fondamental à mentionner est celui de Wittgenstein. Et j'attire votre attention dans la bibliographie sur l'intérêt du petit volume qui a été publié chez Vrin en 2004, c'est à la page 2 du document que vous avez entre les mains, Wittgenstein et les limites du langage, où Sandra Laugier a rassemblé plusieurs articles qui étaient évidemment bien antérieurs, mais ces articles sont ainsi aisément accessibles. Alors c'est le Wittgenstein du Tractatus, qui parle de l'indicible, du mystique, et que Pierre Hadot a très rapidement rapproché d'une intuition philosophique fondamentale du philosophe néoplatonicien Damasius. Et c'est aussi le Wittgenstein des recherches philosophiques qui a proposé notamment, développé la notion de jeu de langage, notion qui est essentielle au développement de la réflexion herméneutique de Pierre Hadot sur la composition des œuvres philosophiques antiques et sur leur interprétation comme ayant une dimension d'exercice spirituel. Autrement dit, dans ces deux œuvres de Wittgenstein, Pierre Hadot a puisé des inspirations tout à fait essentielles pour le développement de sa technique de lecture et d'interprétation des œuvres philosophiques. Alors évidemment, Heidegger a joué un très grand rôle
même si c'était initialement par la médiation de ce phénoménologue belge Alphonse de Vélens, à cause de la différence entre l'idée de l'être infinitif et de l'étant participe, si vous voulez. Hadot a été manifestement frappé par ce thème évidemment central dans la pensée de Heidegger, d'autant plus que ses travaux sur Marius Victorinus et Porphyre lui ont fait rencontrer dans le commentaire anonyme qu'il a attribué lui-même à Porphyre, commentaire anonyme sur le Parménide, d'une manière tout à fait étonnante, ce qui est sans doute la première attestation historique de la distinction entre l'infinitif et le participe, à partir d'un passage de la deuxième hypothèse du Parménide, où il est question de participer de l'ousia, metekein ousias, et l'interprète suggère que ousia, dans cette expression, signifie un être infinitif antérieur à l'étant, à l'ousia comme étant. Et ça l'a conduit, si vous voulez, à brosser, à esquisser en tout cas, une histoire longue de la distinction entre l'être et les temps, entre l'être infinitif et les temps participes, à la fois dans le commentaire qu'il attribue à Porphyre sur le Parménide, et d'autre part dans le De Hebdomadibus de Boès. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que la pensée et la méthode herméneutique de Pierre Hadot adhèrent véritablement à tout un réseau d'influences, de personnes, de courants de pensée philosophique tout à fait caractéristiques de la France et de l'Allemagne du XXe siècle, notamment au tournant des années 40 et 50. Mais, et là mon propos va être un petit peu légèrement polémique, si vous voulez. Actuellement, la réception de l'œuvre de Pierre Hadot s'accompagne, je dirais, d'une valorisation un peu molle de la notion d'exercice spirituel, qui tend à dissocier son œuvre de sa dimension savante, historique, érudite, et c'est un peu gênant, parce que ça peut conduire à une sorte d'affadissement de la réception de cette œuvre majeure. Alors je voudrais insister sur le fait que son œuvre d'historien et de philologue, et j'insiste beaucoup, c'est un historien de la philosophie. Il est à la fois philosophe, ayant contribué à une herméneutique tout à fait propre, mais fondamentalement, il s'éprouvait comme historien, latiniste, helléniste, éditeur de textes, traducteur de textes, commentateur. Et il s'insère, si vous voulez, dans un mouvement extrêmement important qui est celui de l'essor de l'édition et de la traduction et du commentaire des textes philosophiques en Allemagne et en France depuis le XIXe siècle. Alors, dans le domaine néoplatonicien, c'est un phénomène majeur, si vous voulez. On peut penser au travail de Kreutzer, éditeur des éléments de théologie de Proclus, au travail de Victor Cousin, qui a été l'introducteur en France de la philosophie de Hegel, qui a donné 2 éditions du commentaire de Proclus sur le Parménide. Il faut rappeler que c'est Wilhelm Kroll, le spécialiste des oracles chaldéiques, qui a donné la première édition, la seule édition, puisque le manuscrit, le palimpseste de Bobbio, a ensuite disparu dans l'incendie de la bibliothèque de Turin en 1904. Wilhelm Kroll, en 1892, a donné l'édition du commentaire anonyme au Parménide de Platon. Il faut rappeler évidemment les grandes éditions de Ernst Diehl et de Wilhelm Kroll lui-même sur du commentaire de Proclus sur le Timée et sur la République. Et la liste pourrait être extrêmement longue. Un monument, c'est évidemment l'entreprise des Commentaria in Aristotelem Greca, qui a été engagée en 1882, le dernier volume étant de 1909, juste avant la guerre de 14, qui a été ouvert par l'édition du grand Hermann Diels, qui a donné en 1882 et 1895 l'édition du
commentaire de Simplicius sur la physique d'Aristote, dont on a parlé pour d'autres raisons il y a un instant. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais la philologie philosophique a été marquée au XXe siècle par un événement majeur qui est l'édition des traités de Plotin, due à Paul Henry, donc l'inspirateur des travaux de Pierre Hadot sur Marius et Victorinus, et Hans Rudolf Schweitzer. Et ce sont les deux éditions, l'éditio major et l'éditio minor, précédées par les deux livres de Paul Henry, Les États du texte de Plotin, paru en 1938, et les manuscrits des Énéades en 1941, qui ont marqué véritablement une vraie révolution dans l'édition des textes philosophiques grecs, mais aussi dans la philologie tout court, puisque, il faut toujours insister sur ce point, Paul Henry intégrait pour la première fois les avancées de l'étude les plus modernes des manuscrits dans l'étude d'une tradition manuscrite. Et l'ouvrage de Paul Henry sur les manuscrits de Plotin est le premier ouvrage dans lequel on voit utiliser la méthode de la datation des manuscrits par les filigranes du papier. C'est-à-dire que cette édition, qui est une édition monumentale, sur laquelle, vous le savez, les éditeurs n'ont cessé de revenir par des choix de leçons successives, il y a 4 strates dans lesquelles il faut savoir naviguer, est un événement important dans l'histoire de la philologie. Et sans cette édition, il n'aurait pas été possible que Pierre Hadot lance la grande entreprise des traités, de la traduction commentée des traités de Plotin, qui est à présent publié chez Vrin. Et cet événement qui est important, très important, évidemment marquait une rupture pour Plotin, par exemple, par rapport à l'édition de Breillet, qui est elle-même un monument, un monument qui, vous le savez, est toujours de lecture utile, très utile même, en ce qui concerne notamment les notices introductives. Alors, je n'entre pas davantage, on pourrait multiplier les exemples de la compétence et de Pierre Hadot sur le fond de cette histoire générale de la philologie. Donc ce qu'il faut retenir véritablement, c'est que c'est fondamentalement un homme des textes et un traducteur. Et ces séminaires étaient toujours des expériences de traduction. Voilà. Alors maintenant, venons-en à mon premier point. Ce qui caractérise tout d'abord l'œuvre de Pierre Hadot, c'est qu'il est spécialiste d'auteurs très différents dans l'Antiquité. Marius Victorinus et les traités sur la Trinité, on l'a dit, Porphyre, Boès, il a écrit sur le De Hebdomadibus, il a écrit également sur le commentaire de Porphyre aux catégories. Son œuvre plotinienne est considérable et je soulignerai simplement 2 choses. Un article qui est un de ses plus beaux articles que je mentionne dans le papier, Être, vie, pensée chez Plotin et avant Plotin, qui a été publié dans les entretiens de la Fondation Art en 1960. Et puis, évidemment, l'entreprise de traduction commentée de Plotin, qui a été lancée en 1988 par le traité 38 et suivi des traductions commentées des traités 50 et 9. Mais d'autres auteurs, bien vite, ont pris le relais, si vous voulez, pris le relais des néoplatoniciens. L'intérêt néoplatonicien de Pierre Hadot ne s'est pas limité à Plotin, il l'a porté aussi sur Damasius et sur Simplicius. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'est jamais intéressé à Proclus. C'est-à-dire que Proclus, qu'il connaissait très bien, ne serait-ce que pour avoir suivi tous les séminaires du père Festugière, Proclus ne l'a jamais intéressé. Le mécano-métaphysique de Proclus, dans sa stabilité et dans sa clarté, lui semblait de toute évidence infiniment moins intéressant que la vibration métaphysique que l'on trouve à la fois chez Plotin et chez Damasius. C'est une question de tempérament. Mais ce qui est intéressant, c'est que son intérêt
pour le néoplatonisme, à un certain moment, a été remplacé, il y a eu une coupure, par un intérêt beaucoup plus marqué pour le stoïcisme, et notamment pour Marc Aurèle. Et il s'en est expliqué. Étant intéressé par les perspectives en quelque sorte existentielles, une interrogation sur la possibilité pour l'homme contemporain de tirer fruit de la lecture des anciens, il a jugé bien vite que le stoïcisme était en fait plus accessible, que la transposition stoïcienne était beaucoup plus facile à faire, que l'appropriation du néoplatonisme, même d'un néoplatonisme simple comme celui de Plotin. Et c'est une évolution très très importante qui a été marquée notamment par le lancement, et il n'en a écrit que le premier tome, d'une nouvelle édition critique avec, une fois de plus une édition critique, nouvelle édition critique avec traduction et commentaires des pensées de Marc Aurèle, dont il n'a eu le temps de donner que le livre 1, ce magnifique livre 1 qui est une sorte de chapelle consacrée à toutes les figures qui ont marqué Marc Aurèle. Et lorsqu'il est décédé, il venait d'achever à peu près la traduction de la moitié des pensées de Marc Aurèle. Alors, allons un peu plus loin. Ce qui caractérise Pierre Hadot, c'est non seulement un ensemble d'études monographiques, disons, pour faire vite, sur un nombre considérable d'auteurs de l'Antiquité, et ceux qui ont lu ses travaux sur l'histoire des divisions des parties de la philosophie savent également qu'il était un très bon connaisseur de la philosophie classique, Platon, Aristote, mais il a développé très vite une réflexion sur le phénomène même de la philosophie dans l'ensemble de l'arc chronologique. Et cette inflexion a notamment été marquée dans le déroulement de ses travaux et de ses enseignements par l'article « Exercice spirituel » qui était un article liminaire de l'annuaire de la 5e section d'école pratique des hautes études en 1975-76. Cet article est repris dans un recueil de travaux publié en 1981, puis réédité en 2002, dont je vous ai donné la référence et qui est intitulé « Exercice spirituel et philosophie antique ». À partir de ce moment-là, on le voit donc mener une réflexion d'ensemble sur le phénomène et sur l'histoire de la philosophie. Alors, je disais, selon un arc chronologique très complet, puisqu'il parle de Pythagore, de Solon, il s'intéresse dans une perspective qui est aussi celle, vous le savez, du discours de Diotime dans le banquet de Platon sur la signification du mot philosophie, philosophia, le désir de la sagesse, étymologie que d'autres traditions prêtent à Pythagore. Alors, c'est cette réflexion sur le phénomène de la philosophie qui le conduit dans le livre de 1995, « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», à proposer une vision panoramique qui ne se limite pas à l'histoire des doctrines. Ça, c'est fondamental. C'est une étude du phénomène de la philosophie dans l'Antiquité, principalement dans le monde grec, mais disons dans le monde gréco-romain, qui ne se limite pas à l'histoire et à la succession des doctrines, mais qui envisage également les aspects prosopographiques, sociologiques, institutionnels, tout ce qui, nous dirions d'un point de vue anthropologique, caractérise un mode de vie. Et il prend aussi toujours en considération le contexte historique. Alors, je disais il y a un instant que Pierre Hadot avait été très marqué par Wittgenstein, mais ça ne va pas jusqu'à susciter en lui la moindre sympathie pour les méthodes de la philosophie analytique anglo-saxonne, qu'il réprouvait considérablement, considérant notamment que
l'indifférence relative à la philologie des textes et au contexte historique ne pouvait pas conduire à une histoire de la philosophie correcte. Et un texte très important est la préface qu'il a écrite au dictionnaire des philosophes antiques de Richard Goulet. Je ne sais pas si je l'ai indiqué, mais vous pouvez très facilement vous reporter à ce texte-là. C'est dans le premier volume du dictionnaire des philosophes antiques de Richard Goulet. Hadot a écrit un texte très complet où il dégage le grand intérêt de l'entreprise de Richard Goulet du point de vue de la prosopographie, de la sociologie de la philosophie antique, puisqu'on a, je crois, plus de 2500 notices de philosophes, ce qui montre bien que la philosophie antique ne se réduit pas aux auteurs des programmes universitaires, Platon, Aristote, les stoïciens, Plotin, mais qu'on a un phénomène global. Et Goulet, d'ailleurs, dans le dernier volume de son dictionnaire, a mis en évidence un phénomène extrêmement intéressant, et qui aurait intéressé Pierre Hadot. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de lire cela. C'est le phénomène de l'existence de ce que Goulet appelle les philosophes non inscrits, c'est-à-dire des gens qui sont célébrés, connus et attestés comme philosophes parce qu'ils vivent en philosophe, sans que cela s'accompagne d'une affiliation doctrinale identifiée comme telle à telle ou telle école. Ce qui montre bien que dans l'Antiquité, être philosophe se caractérise, et Hadot y était très très sensible, par un mode de vie. Alors, d'autre part, dans la préface, Pierre Hadot a mis en évidence, comment dirais-je, une utilisation très instructive du dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire, recueillant tous les titres d'œuvres conservées ou d'œuvres perdues mais attestées par des listes d'ouvrages, permet d'étudier de manière globale, de manière synoptique, une véritable topique de la réflexion philosophique. Quelles étaient les questions, quelles étaient les thèses qui servaient à la discussion et à l'écriture des traités philosophiques. C'est-à-dire que la simple lecture des titres, et Hadot l'avait vu immédiatement, permet d'envisager en quelque sorte la cartographie du discours philosophique dans l'Antiquité, ce qui était une de ses préoccupations fondamentales. Alors donc, on a d'une part une réflexion sur le phénomène de la philosophie. D'autre part, il a développé une enquête extrêmement vaste sur l'histoire, ça c'est très connu, des exercices spirituels, en retraçant, si vous voulez, une véritable généalogie de l'histoire longue des exercices spirituels, depuis, en fait, Pythagore, jusqu'à ce point d'achèvement qu'est au XVIe siècle les exercices d'Ignace de Loyola. Ce qui le conduit à une thèse d'interprétation générale de la philosophie antique, développée dans le livre de 1995, et qui en fait conduit à poser que l'essence de la philosophie dans l'Antiquité est dans, je dirais, une tension ascétique vers le bien vivre. Donc en grec, eutzen, vivre selon la nature, kata, fusin, zen, une recherche des traits universels caractérisant la philosophie antique en tant que telle à travers la pluralité des écoles. Et les formules peuvent être légèrement différentes, mais néanmoins cousines. Vivre bien, katafusin, katalogon, katanoun, selon la raison, selon l'intellect, sans nier toutefois les spécificités et les différences. Par exemple, dans les climats, dans le climat général de telle ou telle philosophie, le climat de tension caractérisant la philosophie stoïcienne, le climat plutôt de détente caractérisant la philosophie épicurienne. Néanmoins, il a essayé de saisir et d'exprimer un élément d'unité, un air de famille entre toutes
les expériences philosophiques de l'Antiquité autour de cette idée du bien vivre. Ce qui conduit aussi, en affinant les choses, à mettre en évidence que la philosophie antique est toujours plus ou moins une pratique de soi, une transformation de soi. C'est la raison pour laquelle Michel Foucault a été alerté par un auditeur du séminaire de Pierre Hadot sur le développement de ces... et a suscité, si vous voulez, tout l'événement institutionnel qui devait conduire à son élection au Collège de France. Donc, une pratique de soi, une transformation de soi, en une liaison très subtile du savoir, de l'éthique et en même temps de l'expérience existentielle. Il s'agit à chaque fois, dans cette pratique de soi, d'individualiser la norme rationnelle et en même temps de faire pratiquer au sujet un exercice d'universalisation. Ça, ce qui est fondamental, c'est que pour lui, l'essence de la philosophie antique est de viser à une universalisation, à un dépassement de la singularité individuelle. Il ne s'agit en effet pas d'une réduction de la philosophie à l'éthique, c'est un contresens qu'il faut éviter, même si l'éthique est impliquée dans ce travail de soi sur soi, parce que l'ascésis est aussi logique, elle est physique. Il s'agit de coïncider avec le tout, de coïncider avec l'universel, d'où l'importance pour lui d'une réflexion, et j'ai eu le bonheur de suivre son cours sur la conscience cosmique chez Marc Aurèle, d'où une réflexion sur les enjeux spirituels de la cosmologie. Donc ça, c'est un premier axe, si vous voulez, très fondamental de cette œuvre que vous allez retrouver non seulement dans le livre de 1995, mais aussi dans divers articles du recueil Exercices spirituels et philosophie antique, et je signale notamment 2 articles qui me semblent fondamentaux, La physique comme exercice spirituel ou Pessimisme et optimisme chez Marc Aurèle, et une clé des pensées de Marc Aurèle, les 3 topoi philosophiques selon Épictète, dont je reparlerai dans un instant. Cette idée, vous la retrouvez aussi dans la citadelle intérieure et dans un ouvrage dont je recommande la lecture, intitulé La philosophie comme manière de vivre, qui est une série d'entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold Davidson, et qui est une très bonne introduction aux thèmes principaux de la pensée de Pierre Hadot. Et on le retrouve aussi, je terminerai là-dessus ce petit excursus bibliographique, dans son dernier livre, N'oublie pas de vivre, Goethe et la tradition des exercices spirituels, qui est un commentaire du second Faust de Goethe, mais en même temps un panorama, si vous voulez, de nombre de thèmes d'exercices mentaux remontant à l'Antiquité et dont l'affleurement se fait sentir encore dans la poésie allemande. Alors, deuxièmement, et c'est peut-être un des points qui est mis en discussion depuis un certain temps, dans la foulée de son enquête sur l'essence de la philosophie grecque, Hadot a posé à plusieurs reprises une thèse historique concernant la philosophie médiévale. La thèse selon laquelle la distinction entre la philosophie comme mode de vie et la philosophie comme discours doctrinal, discours dogmatique, permet de comprendre l'essor d'une philosophie chrétienne dans la spiritualité monastique de l'Antiquité tardive, et il a évidemment un exemple qui est très convaincant, qui est l'œuvre d'Évagre le Pontique, où chez Évagre, on voit de manière assez claire comment les exercices spirituels de l'Antiquité passent dans la spiritualité monastique. Alors selon lui, c'est le courant monastique qui récupère la tradition des exercices spirituels
tandis que l'institution des universités au Moyen Âge aurait pratiqué de manière un peu brutale une réduction de la philosophie au discours, au logos, le stade suprême de la philosophie discursive étant la scolastique. Et très certainement, dans cette thèse, a-t-il été marqué par sa formation au néotomisme dans ces années de séminaire. Alors, je crois savoir, mais là, Claude Lafleur pourra tout à l'heure me corriger ou préciser cela, je crois savoir que cette thèse un peu brutale n'a pas fait l'unanimité chez les spécialistes et les historiens de la philosophie médiévale, hein, et que Hadot est allé à marquer les choses de manière un peu trop brutale. Il me semble avoir lu, avoir entendu des collègues qui relativisent cette opposition et ne considèrent pas cette thèse historique comme totalement convaincante, en tout cas pour tous les auteurs. En tout cas, et c'est mon troisième point, ce qui se dégage de l'ensemble de ces travaux de Hadot que j'ai commencé à vous exposer, c'est qu'ils sont dirigés, ils sont régis par une opposition notionnelle, une opposition conceptuelle entre la notion de discours, logos, et la notion de vie. La vie philosophique est liée, mais ne se réduit pas au discours philosophique d'enseignement. Alors ça, c'est fondamental, parce que son idée est que l'histoire de la philosophie ne doit pas être décrite, étudiée comme la succession des doctrines, l'histoire de la succession des doctrines, et qu'il faut toujours être sensible à une liaison essentielle entre le mode de vie et la doctrine professée. Soit que la doctrine soit l'objet de l'enseignement au sein d'un mode de vie, par exemple la fameuse synousia de l'Antiquité, la vie commune du professeur et des étudiants. Je parlais il y a peu de la vie de Proclus par Marinus. Eh bien, on a un très bel exemple de ce que pouvait être le climat d'une école néoplatonicienne de la fin de l'Antiquité, dans laquelle un mode de vie partagé, le professeur devant lui-même être un modèle de tempérance, protupoma sophrosunes, le mode de vie partagé, si vous voulez, est le climat dans lequel baigne la transmission de la doctrine. Et Hadot a été très attentif à l'histoire de la pédagogie et de l'enseignement, et à la question de la relation entre le maître et les disciples. Le logos d'enseignement, le logos didascalikos, est à la fois un logos qui transmet une doctrine, mais qui excède en quelque sorte cette dimension, dans la mesure où il exhorte à adopter un certain mode de vie, et il a une dimension psychagogique. Alors cette dimension psychagogique, je pourrais revenir en 30 secondes sur ce que j'ai expliqué à propos de Marinus, c'est évidemment tout l'objet de ce qui n'est pas une biographie de Proclus, mais un éloge de l'eudaimonia de Proclus, la biographie régie selon l'échelle des vertus est un modèle, un paradigme qui est proposé à l'imitation des auditeurs, des membres de l'école, et qui doit les déclencher en eux un ardent désir d'imiter le maître dans sa perfection. Et en fait, pour Hadot, si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est la relation entre enseigner et apprendre, didaskein et mantanein. Et on pense à ce que dit Aristote dans l'éthique à Eudème, c'est que la relation de ces deux termes décrit, c'est le bien dans la catégorie de l'agir et du pâtir. La relation pédagogique est une relation bonne dans la mesure où elle est véritablement une action bienfaisante du professeur sur l'âme de ses étudiants. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit apparaître
une conjonction entre, dans la pensée de Hadot, entre une inspiration, je dirais, qui vient de la pensée du langage et de ses limites et de ses jeux, c'est-à-dire la lecture de Wittgenstein, et d'autre part, les avancées dans d'autres domaines du savoir qui ont été faites dans le domaine de la linguistique et de la rhétorique. Qu'il s'agisse de la mise en évidence de la dimension performative du langage, de la dimension pragmatique du langage, ou qu'il s'agisse du développement considérable des études d'histoire de la rhétorique. Et il a, à plusieurs reprises et de manière très très fine, montré comment la prise en compte de la dimension rhétorique des discours d'enseignement, mais aussi d'une manière générale les œuvres littéraires philosophiques, contribuent, si vous voulez, à la compréhension et à l'interprétation des œuvres philosophiques. En effet, l'idée fondamentale, c'est que le discours philosophique, qui ne se réduit pas, là encore, à la simple transmission de la doctrine, vise à produire une modification dans l'âme de l'enseigné, dans l'âme de l'étudiant, de l'auditeur qui est un progressant. Ce qui rejoint un thème très important de la philosophie ancienne, qui est évidemment le thème de la progression, de la procopée. Donc tous les types du discours philosophique visent à transformer le destinataire, à transformer l'étudiant. En quelque sorte, il s'agit de former plutôt qu'informer. Et on touche là à l'essence de la paideia. Alors, le discours de la philosophie, que ce soit un discours d'enseignement ou de communication pour les autres, oralement ou par écrit, ou pour soi-même, dans le cadre des exercices spirituels par écrit de Marc Aurèle, est lui-même englobé dans un style de vie. C'est-à-dire que enseigner est une manière de vivre, ce que montre l'éloge prononcé par Marinus, mais lorsque Marc Aurèle pratique ses exercices spirituels par écrit, c'est aussi quelque chose qui relève du style de vie. Alors, ce qui est très intéressant dans les analyses de Hadot, c'est qu'il montre comment, en fait, le discours, la pratique du discours philosophique est elle-même un élément d'un style de vie et d'un mode de vie, en une sorte de fusion des deux domaines. En clair, pour redire les choses de manière plus simple, si vous voulez, le logos, y compris le logos théorétique ou théorique, est une partie de la vie théorétique, c'est-à-dire qu'il y a ces phénomènes de résorption. Mais le logos a d'autres dimensions. Dans les, dans les analyses de Pierre Hadot, on s'aperçoit qu'il est très sensible à partir au fond de la distinction antique entre le logos proféré, prophorikos, et le logos intérieur, le logos endiathetos. Il est très sensible au fait que l'on peut avoir d'une part la transmission d'un corpus doctrinal, d'un corpus d'enseignement, dans le logos didascalikos, qui correspond au fond à la fonction proférée du discours, puisque on sait depuis Aristote que, et les médiévaux ont repris la théorie des trois états du discours, n'est-ce pas? Le discours pensé, le discours proféré et le discours écrit. C'est-à-dire que l'écriture reçoit dans la perspective néoplatonicienne une position extrêmement précise dans l'ordre du réel. Donc, la mise par écrit s'inscrit, si vous voulez, au fond, je dirais, au point ultime de la procession néoplatonicienne, puisque je parle, j'écris, et c'est le sens de l'exercice d'écriture de Proclus qui tous les jours écrivait ses 700 stikoi. Mais il y a une autre dimension qui est celle du discours intérieur, du logos intérieur, par lequel le philosophe assimile le corpus doctrinal en se remémorant les principes fondamentaux et en pratiquant la méditation des principes fondamentaux.
C'est-à-dire que le but suivi par Marc Aurèle dans ses pensées eis heauton pour soi-même est de déclencher une rumination intérieure qui va transformer le tissu même de l'âme du philosophe. D'où l'intérêt porté par Pierre Hadot, et en cela il rejoignait certaines des analyses de Madame Hadot elle-même, son intérêt sur les pratiques spirituelles des épicuriens et des stoïciens. Épicuriens et stoïciens, vous le savez, partageaient l'idée selon laquelle il est possible, de jour comme de nuit, même lorsque j'administre une province de l'Empire, de me remémorer perpétuellement les vérités fondamentales de la doctrine. Le tétrapharmacon, les Kyriaque doxae et toutes ces belles choses. Ce qui conduit à une réflexion sur le rôle des maximes et des formes brèves. Et là, j'y reviendrai dans la troisième partie de mon exposé, on rejoint l'apport de Pierre Hadot à la lecture et à l'interprétation des formes littéraires philosophiques. C'est-à-dire que les maximes et les formes brèves, qui sont des objets de remémoration, qui sont faciles à se remémorer et donc à se répéter perpétuellement, permettent une assimilation complète des points fondamentaux des doctrines. Alors, autres aspects du discours philosophique, et les travaux de Hadot l'illustrent considérablement, le logos philosophique peut être aussi un mémorial de la vie philosophique. C'est l'intérêt de la littérature des vies. Alors, la littérature biographique était pratiquée par Porphyre, par Jamblique. On a évidemment l'exemple magnifique de Marinus. Donc ce sont les biographies dans leur dimension hagiographique, mais aussi ce qui joue un rôle, c'est la littérature des anecdotes. La littérature des anecdotes telles que l'on peut les lire chez Diogène Laërce. Et aussi un exercice qui était très pratiqué dans les écoles de rhétorique, ce qu'on appelle les cris, c'est-à-dire des dissertations sur un thème en situation, qui illustre très bien la pénétration du discours philosophique et du mode de vie. Alors, par ailleurs, les dialogues de Platon, si l'on accepte de voir dans les dialogues de Platon en quelque sorte des images du mode de vie pratiqué à l'académie, les entretiens d'Épictète, plus encore. Les entretiens d'Épictète sont, vous le savez, la deuxième partie du cours de philosophie. Vous aviez la première partie qui était l'explication des œuvres de Chrysippe, mettons, et la deuxième partie, la diatribée, qui est une partie de questions-réponses en quelque sorte, dans laquelle on réexamine des difficultés soulevées dans la classe d'explication de texte et auxquelles le professeur apporte des réponses. Et les entretiens d'Épictète donnent une image extrêmement vivante de la vie philosophique à l'école, mais le simple fait qu'ils aient été écrits et consignés par Arien montre que le discours philosophique peut avoir une fonction de mémorial. Alors, je n'insiste pas sur un autre exemple qui me passionne toujours, qui est le Proclus de Marinus, comme célébration de l'eudaimonia de Proclus. Ce discours présente une pépite, si vous voulez, qui est la description de la journée type de Proclus, où l'on voit que la journée de Proclus comporte l'enseignement oral, l'écriture, la recherche, sans doute de manière dialoguée en séminaire. Cette journée est scandée par 3 prières au soleil qui situent Proclus en quelque sorte en liaison avec le soleil rejeton visible du bien et le premier principe néoplatonicien lui-même. Et puis ça continue la nuit, puisque la nuit, Proclus dure très peu et passe son temps, il fait 2 choses,
d'une part, il résout des difficultés philosophiques laissées en suspens dans la journée, et deuxièmement, il écrit et il prononce des hymnes en l'honneur des dieux. Donc la dimension religieuse au sens quasiment rituel du terme, Marinus emploie le mot de treskeia, qui est vraiment l'exercice concret du culte. La vie religieuse, en tant que mode de vie, si vous voulez, est intimement liée à la pratique de la philosophie. Tout ça pour dire que parler, enseigner, écrire, prier, écrire et énoncer, prononcer des hymnes, ce sont les actes de la vie philosophique. Alors, l'école joue un rôle fondamental dans cette représentation de l'histoire de la philosophie et dans la contextualisation des doctrines philosophiques. Et Pierre Hadot a toujours accordé la plus grande importance à tous les documents, et c'est pour ça que le dictionnaire des philosophes de Goulet est si riche d'enseignements, toutes les informations que nous pouvons avoir sur le contexte institutionnel quotidien de l'école, jusque dans les relations intersubjectives d'amour et d'amitié comme vecteur de la transmission du savoir et mode de vie partagé. Alors, j'en viens plus rapidement à mon deuxième point. Dans le travail de Pierre Hadot, il y a, à mon avis, un noyau tout à fait actif, c'est ses recherches sur les textes stoïciens, sur l'œuvre d'Épictète et de Marc Aurèle. Et un article, à mon avis, décisif, dont j'ai déjà lu le titre, est « Une clé des pensées de Marc Aurèle, les trois topoi philosophiques selon Épictète », que vous trouvez très facilement réédité dans le volume Exercices spirituels et philosophie antique. Ces trois topoi de ce qui est appelé dans les entretiens d'Épictète en 3.2 et 3.12 les topoi de l'exercice, le terme technique est askésis, correspondent aux trois parties de la philosophie dans la doctrine stoïcienne, c'est-à-dire logique, physique, éthique. Et Hadot a, dans cette perspective, mené aussi des recherches sur l'histoire des parties de la philosophie. L'histoire des parties de la philosophie, en partant de Platon, Aristote, il s'est évidemment arrêté sur les stoïciens et il a, dans la foulée, si j'ose dire, également étudié la tradition platonicienne de la division des parties de la philosophie jusqu'à jusqu'au dernier état néoplatonicien de la question, faisant de l'époptéia le sommet du parcours du cursus philosophique. Mais là, chez les stoïciens, c'est la distinction de la logique, de la physique et de l'éthique. Alors, chez Épictète, comme chez Marc Aurèle, il apparaît, d'après les analyses tout à fait convaincantes de Hadot, que cette askésis est une askésis qui est à la fois intellectuelle, mais qui est aussi de l'ordre de la vie. Et ces exercices mentaux stoïciens réalisent, si vous voulez, la fusion de la perspective doctrinale et de la perspective, je dirais pour faire vite, existentielle, dont le but est de transformer le sujet en lui permettant de s'universaliser. Alors, le fond de l'exercice, si vous voulez, est le suivant. Correspondant à la logique, il y a l'exercice, la discipline de la représentation. Le terme technique est fantasia. Et la discipline de la représentation consiste à n'admettre dans sa pensée que des représentations strictement objectives. Et, c'est la traduction que Hadot donne de l'adjectif cataleptikos, fantasia cataleptike. Souvent, on traduit ça en faisant une translittération par représentation compréhensive, mais
un peu difficile à comprendre, et il préfère dire représentation objective. Hein. Par exemple, lorsqu'il dit pour que l'on se déprenne de toute admiration pour la pourpre, eh bien, ce n'est que de la laine de brebis teinte du sang d'un coquillage. Et autres, les exemples sont multiples. La représentation compréhensive, une fois établie, permet le fameux assentiment, la synkatathesis, qui ensuite déclenche, si vous voulez, la proposition assertive et le discours de la science. Le deuxième exercice, qui est lié au premier, et correspond à la physique, est un exercice qui consiste à replacer tout objet, toute chose, tout événement dans la perspective de la raison divine universelle, c'est-à-dire du logos divin stoïcien, permettant de voir comment tout objet, tout événement, en quelque sorte, arrive à sa place. Si négatif soit-il en apparence. Et vous voyez qu'il y a une liaison entre l'exercice mental de représentation et l'exercice physique consistant à envisager tout événement et tout objet comme à sa place et dans son ordre, conformément à la raison divine universelle. Ce qui permet corrélativement de déclencher ce qu'ultérieurement on appellera l'amor fati, c'est-à-dire une attitude intérieure de consentement à tout ce qu'apporte la raison divine universelle, identifiée à la providence divine. Et puis, l'éthique, quant à elle, correspond à un autre topos de la philosophie qui consiste fondamentalement à se comporter dans l'ordre de la société humaine avec tous les êtres humains à partir de l'idée selon laquelle il y a une parenté rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut se comporter, ce qui est le fondement de la justice, si vous voulez, il faut se comporter avec tous les, comment dirais-je, tous les êtres humains avec qui nous faisons société, en partant du principe selon lequel nous sommes en quelque sorte apparentés par la raison. Il y a une koinonia rationnelle entre tous les hommes. Et alors ainsi se détermine un ensemble d'exercices, et je me contenterai, je laisse de côté Épictète pour ne pas être trop long. Je vous signale simplement que les deux textes fondamentaux à lire, c'est dans les entretiens d'Épictète rédigés par Arien, 3.2 et 3.12, qui sont les textes fondamentaux sur la doctrine de l'ascésis. Et Pierre Hadot a très bien montré comment la base des variations, je dirais infinies, des variations très nombreuses en tout cas, des exercices spirituels par écrit sur 1, 2 ou 3 de ces topoi, qui sont le contenu même des pensées de Marc Aurèle à partir du livre 2. Et la découverte qu'il a faite, si vous voulez, a permis de jeter une lumière tout à fait extraordinaire sur la composition des pensées de Marc Aurèle, qui apparaissent comme autant de variations quasiment musicales, si vous voulez, autour de 1, 2 ou 3 de ces thèmes qui ont été théorisés par Épictète dans le livre 3 des Entretiens. Alors, j'ajoute, avant de passer, de vous lire des exemples, de vous lire 3 exemples, j'ajoute que Pierre Hadot a, à cette occasion, montré l'importance d'une prise en compte littéraire des textes philosophiques, parce que les pensées de Marc Aurèle se caractérisent par un travail stylistique extrêmement raffiné, extrêmement fin, sur justement ces points fondamentaux de la doctrine stoïcienne. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'écriture dans lequel l'écriture et l'art du style sont un élément au service d'une entreprise, nous dirions, d'auto-persuasion. C'est-à-dire que c'est une rhétorique
dirigée vers soi-même, d'où le titre Eis Heoton. Une rhétorique destinée à soi-même, sont des exercices par écrit, mais comme s'il s'agissait d'exercices oraux, et évidemment l'empereur devait ruminer cela dans l'intériorité de son âme, ils ont une fonction de persuasion et donc, selon l'essence de la rhétorique, de transformation de l'âme du destinataire. Le locuteur et le destinataire étant une seule et même personne. Et on retrouve alors dans ces analyses de Hadot que vous trouvez notamment dans la Citadelle intérieure, on retrouve un intérêt très important pour l'étude des formes littéraires. Parce que souvent les pensées de Marc Aurèle, ce sont des formes brèves, ce sont des images frappantes, dont l'acuité, si vous voulez, est destinée à avoir une fonction éminemment psychagogique. Il s'agit de se transformer soi-même. Alors, je vais simplement lire dans la traduction de Pierre Hadot lui-même quelques exemples. Par exemple, livre 7, Pensée 54, partout et constamment, il dépend de toi. Alors c'est le fameux épi plus datif caractéristique de la langue stoïcienne. Partout et constamment. C'est-à-dire que, et ça c'est une idée très importante chez les stoïciens et les épicuriens, on peut perpétuellement, jour et nuit, même si l'on accomplit une activité extérieure d'administration, politique, etc., on peut se remémorer cela. Il dépend de toi de te complaire pieusement dans la présente conjonction des événements. Donc il s'agit d'aimer tous les événements qui sont envoyés par la providence divine, de te conduire avec justice envers les hommes présents, d'appliquer à la représentation présente les règles de discernement afin que rien ne s'infiltre qui ne soit objectif. Donc vous retrouvez là, de manière parfaite, les trois exercices qu'il faut mener simultanément dans je dirais, la singularité du moment présent, car les pensées de Marc Aurèle se caractérisent aussi par une pensée du temps, si vous voulez. C'est à chaque instant, c'est dans le présent, to paron, que l'on peut simultanément pratiquer ces trois exercices. Autre exemple, te suffise le présent jugement de valeur, à condition qu'il soit objectif. Alors ça, c'est... L'exemple, c'est évidemment la pourpre, ou bien les vins. Ce n'est que du raisin écrasé. Ce vin de Falerne, ce n'est que du raisin écrasé, etc. Donc le présent jugement de valeur, à condition qu'il soit objectif. La présente action, à condition qu'elle soit accomplie pour le service de la communauté humaine. Donc il faut que toute action soit koinonique, pour le service de la communauté humaine. La présente disposition intérieure, à condition qu'elle trouve sa joie dans toute conjonction d'événements produite par la cause extérieure. Car la pratique de ces types d'exercices spirituels non seulement implique une concentration sur le présent et une pratique commune dans le présent de ces trois exercices, mais aussi un sentiment intérieur de joie. Un sentiment intérieur de joie et d'amour pour ce qu'apporte la raison divine universelle. Dernier exemple, la nature raisonnable suit bien la voie qui lui est propre, si, en ce qui concerne les représentations, donc les fantasiae, elle ne donne son assentiment ni à ce qui est faux, ni à ce qui est obscur, discipline de la représentation, si elle dirige ses tendances, et le mot grec est hormai, seulement vers les actions qui servent la communauté humaine, et la vertu de justice est manifestement rectrice dans la perspective de Marc Aurèle, et d'autre part, si elle a de désir, orexis et d'aversion, que pour ce qui dépend de nous, tandis qu'elle accueille avec joie tout ce qui lui est donné en partage par la nature universelle. Alors, cet exercice correspondant au topos physique est lié aussi à une règle qui est formulée dans le premier théorème du manuel d'Épictète, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce qui est
envoyé par le Dieu, par la raison divine universelle, et cela, étant voulu par la raison divine, est bon et doit être accueilli avec joie. Ce qui dépend de nous, c'est justement de pratiquer les 3 exercices. Alors, la préoccupation de Pierre Hadot a été de réfléchir à ce que, faisant une transposition à partir de la critique biblique, la critique du Nouveau Testament, il l'a appelé la démythologisation, qui consiste à dégager des thèmes fondamentaux de la pensée antique, et notamment stoïcienne, mais ça peut marcher aussi pour la pensée épicurienne, de la gangue de doctrines, notamment de doctrines scientifiques caduques, comme la physique stoïcienne, si vous voulez. Pratiquer l'ascésis du désir, c'est-à-dire l'ascésis de la physique, sans tenir compte, en faisant une sorte d'opération d'exérèse des particularités, disons, dépassées de la cosmologie stoïcienne. Alors, ce qui permet de mettre l'accent sur une actualité du stoïcisme, en réalité, en dégageant trois dimensions qui, pour Pierre Hadot, sont praticables par l'homme contemporain. Faire un effort d'objectivité et de rationalité dans la pensée, chercher à n'accomplir que des actions justes en vue de la communauté humaine, et développer un sentiment cosmique, une certaine façon d'être au monde qui permet au sujet d'aller au-delà de son individualité et en quelque sorte de s'universaliser, d'où l'intérêt que Pierre Hadot a pu porter à certaines pages de Rousseau et aussi à Rilke. Et il cite à plusieurs reprises, si vous voulez, ce vers de Rilke, « Être ici est une splendeur. Hein. Hier sein ist herrlich ». Donc, et à ce point-là, on voit comment l'histoire de la philosophie, l'analyse des textes, peut, avec prudence évidemment, s'articuler à une proposition, en quelque sorte, à une proposition de mode de vie, à une proposition existentielle faite à l'homme contemporain. Mais revenons au texte. Revenons au texte parce que tout ce que vient d'exposer permet de comprendre comment l'œuvre globale de Pierre Hadot a une autre finalité, qui est d'apprendre à lire et d'apprendre à lire les œuvres antiques. Il a eu un sens extrêmement fin des particularités de la littérature antique. Il y a, par exemple, dans la préface qu'il a écrite au recueil de Marie-Dominique Richard sur l'enseignement oral de Platon, une page très éclairante sur l'art de l'allusion dans les textes antiques de manière générale, chez Platon en particulier, puisque au moins dans ce texte, il semblait accorder un certain crédit aux études visant à déceler dans les dialogues platoniciens des allusions à la doctrine non écrite, à la doctrine des principes. Allusions qui, pour lui, ne faisaient pas signe en direction d'une véritable doctrine, mais plutôt en direction de ce qui était plus probablement des outils d'analyse, du type limité et illimité. Mais je n'entre pas dans le débat sur la doctrine non écrite. Ce que je veux dire, c'est que Hadot a attiré l'attention sur un art de l'allusion caractéristique de la littérature antique. Et ce qui l'a énormément intéressé, ce sont les problèmes de la composition littéraire. La composition littéraire, parce que les œuvres de la littérature antique, notamment les œuvres philosophiques, sont souvent très déconcertantes dans leur plan, très déconcertantes en apparence, à commencer par les dialogues de Platon, par nombre, la quasi-totalité, et Hadot a vu cela également dans les confessions d'Augustin. D'ailleurs, historiquement,
à peu près à la même époque, Henri-Irénée Maroux a fait des observations du même type. Henri-Irénée Maroux, dans ses travaux sur les confessions de saint Augustin, a mis en valeur le fait que certaines particularités de composition, un exemple très précis sur lequel je suis revenu dans un article, est le problème de la composition du livre 11 des Confessions, qui est un texte extrêmement célèbre à cause de l'analyse du temps et de l'éternité, dont le plan est tout à fait étrange. Et Maroux a très bien mis en évidence le fait que la composition du livre 11 correspond à une véritable exercitatio animi. C'est-à-dire que la particularité, le rythme de la composition littéraire se comprend à partir d'un certain point de vue. C'est une sorte de partition pour un exercice mental. Et j'en ai parlé avec Nicolas Comtois, je ne sais pas si Hadot et Maroux ont eu l'occasion de discuter de cela, mais on a exactement la même idée dans les analyses de Hadot. Il a évidemment pris en compte la notion trouvée chez Wittgenstein des jeux de langage. Et d'autre part, il a été très sensible aux apports de la recherche contemporaine sur la rhétorique antique, les préceptes, les doctrines, la théorie des plans, des lieux. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de rappeler il y a peu que pour comprendre le discours de Marinus sur Proclus, les éditeurs, Saffray et Segond, se sont basés sur l'ouvrage fondamental de Laurent Pernaut, La rhétorique de l'éloge, dans le monde gréco-romain, si vous voulez. Et Hadot a montré comment c'est la prise en compte de la rhétorique, des règles de la rhétorique et des pratiques antiques du discours qui permettent de mieux saisir le rythme et le plan des œuvres philosophiques. Et cela a rejoint ses recherches sur la philosophie comme mode de vie. On voit très bien la liaison. C'est-à-dire que à partir du moment où vous insistez sur la dimension pragmatique d'un discours philosophique, où vous essayez de l'interpréter en tant que c'est un dispositif visant à persuader un destinataire, à modifier l'âme du destinataire, tout naturellement, une jonction s'effectue avec un autre axe d'interprétation qui est l'interprétation de la philosophie comme mode de vie. Et cela conduit, par exemple, à deux choses. Premièrement, et je terminerai là-dessus, un projet de classification des genres littéraires philosophiques. C'est-à-dire que l'interprétation d'un texte, l'interprétation d'une doctrine doit toujours prendre en compte la forme littéraire globale. Alors, et ça peut évidemment introduire, ça crée beaucoup de difficultés. Je dois dire que je me suis encore, il y a peu, intéressé à cette question des rapports entre, par exemple, Plotin et les gnostiques, mais la comparaison et les rapprochements sont extrêmement difficiles à faire. C'est-à-dire que si vous vous contentez de piquer dans un texte gnostique une expression ou une phrase, indépendamment de la forme littéraire dans laquelle cela est exprimé, eh bien, le rapprochement que l'on peut faire avec un texte de Plotin est extrêmement faible. Et la grande difficulté, parce que c'est une grosse difficulté, c'est qu'on a affaire à des types de littérature dont le régime est tout à fait différent. C'est-à-dire que comparer un texte, disons, argumentatif en gros, et des textes qui peuvent, qui suivent des formes littéraires tout à fait différentes, discours, apocalypse, etc., ça présente une difficulté de méthode considérable. Alors, l'idée donc est que l'interprétation d'un texte doit prendre en compte une forme littéraire globale, ce qui conduit à des recherches sur la classification des genres littéraires. Et Pierre Hadot a consacré un séminaire entier à l'École pratique des hautes études à cette question.
Ça permet, par exemple, de distinguer, de bien partir de la différence qu'il peut y avoir entre un dialogue de type dialogue platonicien, qui est une recherche, c'est vraiment une zétésis menée en commun. Vous pouvez avoir un traité théorique. Un traité théorique, ça n'est pas du tout la même chose. Ce sont des monographies, comme par exemple la monographie perdue de Proclus sur le lieu. Un traité systématique, comme la théologie platonicienne. Un traité procédant moré géométrico, comme les éléments de théologie. La liste pourrait être très longue, mais ce n'est pas non plus la même chose qu'un commentaire. Parce que dans un commentaire, Hadot a bien écrit, bien fait comprendre le fait que dans un commentaire, vous êtes confronté à une forme spécifique de la rationalité. Une forme spécifique de rationalité qui n'est pas systématique, puisqu'il s'agit d'expliciter la vérité contenue dans un texte, mais au fil du texte. D'où l'importance des digressions. Alors, je me permets de revenir à la publication dont Jean-Marc faisait état tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends l'exemple des 2 digressions de Simplicius sur le lieu et sur le temps qui interrompent le commentaire du livre 4 de la physique. Ce sont des digressions qui ont été rendues nécessaires en quelque sorte, parce que Simplicius avait comme tâche, premièrement, d'étudier le texte d'Aristote au fil du texte. Or, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le livre 4 est particulièrement difficile à commenter. Donc, il s'arrête et il fait un exposé général sur la doctrine du lieu, depuis Aristote et Théophraste jusqu'à Damascius et lui-même. Et ça, c'est, si vous voulez, l'introduction d'un texte de nature monographique à l'intérieur d'un commentaire. Donc, alors, on pourrait multiplier les exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que, en liaison avec la préoccupation qui a été mise en lumière par les études de rhétorique, Hadot appelle à une prise en compte des genres littéraires philosophiques. Mais, corrélativement, ce qu'il a très bien montré, c'est que les propositions philosophiques elles-mêmes, les propositions dogmatiques, doivent être replacées dans le cadre de la forme littéraire globale. Ces codes, ces contraintes, doivent être interprétées dans la perspective de l'effet qu'elles visent à produire, de la modification qu'elles veulent créer dans l'âme du destinataire. Il s'agit d'adapter toujours une explication au niveau spirituel, moral, intellectuel du destinataire. C'est au fond la mise à l'épreuve, si j'ose dire, de la leçon du Phèdre de Platon. C'est-à-dire qu'un discours doit être adapté à l'âme à laquelle il s'adresse. Alors, ça c'est très important, parce que, et les travaux de Madame Hadot elle-même ont très bien illustré cela, dans le cadre, par exemple, du cursus d'études néoplatonicien, qui, vous le savez, partait des textes les plus simples, comme les Agogètes de Porphyre, et puis ensuite nous avions le cursus aristotélicien, commençant par les catégories, puis le cursus platonicien, qui culminait avec le Parménide. On ne délivre pas la même explication et le même contenu doctrinal aux étudiants à chaque, à chaque niveau du processus. C'est-à-dire que, par exemple, quand on étudie les catégories d'Aristote, on ne donne une explication sur l'ordre ontologique du monde qu'une explication très simple. Et les propositions deviennent de plus en plus fines, de plus en plus complexes, au fur et à mesure que l'étudiant suit le cursus. C'est-à-dire que c'est de la très bonne pédagogie. En réalité, c'est toujours de la très bonne pédagogie. C'est-à-dire que les néoplatoniciens avaient un talent que on ferait peut-être bien de méditer encore actuellement, qui est d'adapter la sophistication dans l'explication d'une doctrine au niveau que l'étudiant pouvait accepter. Donc, lorsque vous en êtes encore à l'étude des catégories, eh bien, vous n'avez pas la même capacité intellectuelle que lorsque vous étudiez le Parménide. Et ça, c'est très important parce que ça conduit
l'historien de la philosophie a toujours se référé, dans le cas par exemple des textes néoplatoniciens, à la place où l'œuvre interprétée se situe dans le cursus d'études. Le cursus d'études qui était en même temps un ordre de lecture concret, hein, ce sont les classes d'exégèse de Proclus tous les jours, un ordre de lecture complet, mais en même temps un ordre psychagogique correspondant à du point de vue de l'herméneutique, si vous voulez, à un degré de plus en plus complexe dans l'exposé de la doctrine. Voilà. Alors, les études qui se sont développées sur les commentaires tardo-antiques ont vraiment, comment dirais-je, beaucoup profité de ces analyses de Pierre Hadot, qui ont été d'ailleurs souvent relayées aussi par les travaux même que Madame Hadot elle-même a développés à partir du commentaire sur le manuel d'Épictète. Voilà. Alors, je termine ici simplement en 2 phrases en disant que, en fait, la vision globale que Pierre Hadot offre de la littérature antique, je crois, peut se résumer en 2 propositions. Tout d'abord, il guide la lecture en nous invitant à envisager tous ces textes, d'une part, dans le contexte de vie dans lequel il s'insérait et dont il procède, et d'autre part, en envisageant ces textes comme dans la perspective de la communication, en tant que devant produire un certain effet. Et le deuxième gain considérable, si vous voulez, est que pour la compréhension de la structure des textes et la compréhension aussi exactement du sens des affirmations dogmatiques, c'est cette situation de communication qui doit à chaque fois être prise en compte. Et ainsi s'explique, et indépendamment, je crois, Marou avait mis exactement le doigt sur la même chose, et c'est chez Saint-Augustin, ainsi s'explique le rythme même de la composition des textes philosophiques qui est parfois tout à fait déroutante. Voilà. Bon. Et maintenant, je me permets d'indiquer évidemment des développements récents des études sur Pierre Hadot, mais qui sont différents de la perspective que j'ai essayé d'adopter aujourd'hui, parce que c'est une perspective qui se participe plutôt des recherches sur l'herméneutique contemporaine, hein, et ce sont les très bons travaux de Nicolas Comtois, hein, et notamment de sa thèse. Et je me permets d'insister sur le fait qu'il a publié deux articles très intéressants en 2021, l'itinéraire spirituel de Pierre Hadot et l'itinéraire herméneutique de Pierre Hadot, dans le bulletin de l'association Guillaume Budet. Donc c'est très facile à trouver. Et là, il résume très bien les idées principales qu'il a développées dans l'excellente thèse soutenue au mois de novembre 2023 à l'Université de Montréal. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.